On a démarré. Bonjour Tristan. Bonjour Roméo, bonjour tout le monde. On est ravis de vous retrouver pour ce webinar. Alors, en préambule, on voulait vous dire qu'on a prévu un peu par convention un webinar d'une heure, mais en réalité, il va durer entre 30 et 45 minutes. Euh, en- L'objectif de ce webinar, c'est pas de faire une présentation exhaustive du règlement French et du règlement IFRS. L'idée, c'est de mettre l'accent sur les éléments importants, les conséquences de ces règlements sur le process de conso, voir les impacts et surtout l'imbrication en fait qu'il peut y avoir, qu'on soit en French ou en IFRS, entre ces deux règlements. Voilà. Donc, il est 10 heures. On va pouvoir commencer le webinar et on se présente. Roméo, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc Roméo André, moi je suis l'un des fondateurs d'Amelkis et directeur de mission en charge voilà, de l'accompagnement des clients chez Amelkis. Donc bonjour à tous. Et moi, je suis Tristan Espagnol, directeur de mission Conso IFRS au sein du cabinet Applitech. Et on va avoir chacun le plaisir de vous présenter nos institutions. En sommaire, d'abord, on va évidemment présenter nos cabinets. On aura une introduction sur les raisons de ce webinar. Qu'est-ce qui nous a poussé à vous proposer ce webinar? On va parler évidemment des évolutions normatives et sans faire une présentation exhaustive de chaque norme, on va quand même faire un panorama de ce qui se passe dans ces nouveaux règlements. Roméo va bien évidemment vous parler des enjeux IT qui sont extrêmement importants et on finira par une ouverture sur les conséquences de ces nouvelles normes, la manière dont on peut les anticiper et un petit peu tous ces tipping points qu'on a pu identifier et qu'on veut vous transmettre et qu'on veut vous livrer. Amelkis. Alors bon, on va faire très très vite. Donc Amelkis, vous nous connaissez. En tout cas pour les gens qui ne nous connaissent pas, on est un éditeur de logiciels. Je te laisse passer le slide suivant, peut-être, Tristan. Voilà, donc on est Non, éditeur de là. logiciels. Voilà, on a plus donc de 1500 clients qui consolident avec nos solutions. Et donc, on est l'éditeur en particulier de la solution Amelkis EPM, voilà, qui est la solution de consolidation et de reporting. Voilà, une solution préparamétrée qui va vous permettre donc de consolider, de faire vos reporting, votre budget, et en consolidation en particulier, donc de pouvoir faire vos consolidations à la fois en normes françaises et en normes IFRS. Voilà, donc en normes françaises, on est déjà à jour des derniers règlements qu'on va voir là, qu'on va discuter. Et en normes IFRS, on prépare et on anticipe l'application des normes IFRS 18 pour qu'elles soient disponibles dans les prochains mois. Une chose qu'on n'a pas dite, c'est que vous avez un petit chat questions-réponses. N'hésitez pas à poser des questions. Heu, Peut-être pas forcément dans le fond des sujets précis de chaque norme, plutôt sur les impacts de votre process de conso, puisque c'est l'idée du webinar. Si on n'a pas le temps d'y répondre, on les prend et bien sûr, on regardera ça pour vous répondre. Applitech est un cabinet d'audit et d'expertise comptable qui a environ, enfin un peu plus d'une cinquantaine d'années d'existence, plus de 120 collaborateurs. C'est un cabinet membre fondateur du réseau Morrison. C'est un réseau international parmi le top 10 des réseaux mondiaux. Donc il y a plus de 110 entités, près de 9000 professionnels. On est présent dans 67 pays. Le réseau est présent dans 67 pays. Et donc Applitech en France propose l'ensemble des métiers classiques d'audit, commissariat aux comptes, d'expertise comptable, évidemment avec un département conso IFRS, mais aussi des fonctions importantes dans un cabinet de cette taille, c'est-à-dire toute la partie transactions services avec des propositions d'offres d'éval, de due deal, des missions internationales par ce réseau qui font qu'on peut assister les sociétés étrangères implantées en France et des conseils fiscaux. Et on a une notoriété importante dans l'accompagnement des OPC, des sociétés de gestion. Alors, pourquoi ce webinar? On a eu un certain nombre d'échanges avec Roméo cet été sur l'actualisation des outils de conso avec ces nouvelles normes et on s'est rendu compte que, en réalité, il y avait beaucoup de conséquences sur la com-fi, sur le traitement, sur le process de conso
Et en écoutant un certain nombre de webinars et de documentation disponibles sur les normes, on se rend compte que les normes sont présentées de façon très théorique, mais derrière, les conséquences et toutes les choses qu'on a pu relever n'étaient pas forcément mentionnées. Donc, on s'est dit qu'il pouvait être intéressant de vous proposer un panorama des impacts de ces nouveaux règlements et surtout de la manière dont ils pouvaient s'imbriquer. Ce qui se passe en ce moment donc, sur la conso, c'est qu'on a deux normes qui impactent la présentation des états FI, donc la communication financière et essentiellement un état important qui est le PNL. On a deux normes qui s'enchaînent. En 2025 pour la French, 2027 pour l'IFRS, donc avec cette année de battement entre les deux qu'on peut mettre à profit, l'année 2026. C'est pas un obstacle, alors on peut dire c'est une opportunité, c'est-à-dire de lancer un projet sur 2 à 3 ans en termes de communication financière. Parce qu'en réalité, les groupes, qu'on soit en French ou en IFRS, on est impacté. C'est-à-dire que les groupes French sont évidemment impactés directement par l'ANC 2206, le nouveau règlement French, mais ils peuvent avoir dans les tuyaux, ça c'est la première chose, ils peuvent avoir dans les tuyaux un projet de transition IFRS à horizon de 3 ans. Donc évidemment, tout de suite, on va voir pourquoi il faut s'y intéresser. Mais aussi, ce qui est intéressant dans IFRS 18, c'est qu'il y a tout un paragraphe sur la structuration de ce qu'on appelle les MPM, des indicateurs de performance financière. IFRS 18 propose un certain nombre de choses pour cette communication-là. Et il peut être intéressant pour des groupes French qui cherchent à structurer, à communiquer des données financières, des données de management, de s'intéresser à ce qu'IFRS 18 propose. Les groupes IFRS, à contrario, sont complètement concernés, évidemment par IFRS 18, mais aussi par l'ANC, le règlement French, parce que les filiales françaises appliquent le nouveau règlement dans leurs comptes. Donc, il va falloir s'interroger sur les questions évidemment de mapping, mais aussi d'interprétation de nature exceptionnelle, parce qu'on voit on va voir que le règlement French modifie l'exceptionnel. Roméo y reviendra, on a les bouleversements en cours qu'on connaît tous sur les outils de conso. Donc on a ça qui s'imbrique par-dessus, ce qui fait que ce projet qui commence aujourd'hui et qui a un horizon de 3 ans fait des gains d'expérience en termes opérationnels, mais aussi permettrait de faire des gains d'expérience et des avantages, disons, présenter des avantages sur la fusion avec ces nouveaux outils de conso. Alors, quand on regarde le calendrier rapidement des deux règlements, 2206, c'est une application obligatoire sur les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, donc c'était maintenant. IFRS 18, une chose importante à noter, c'est qu'elle n'est pas encore adoptée par l'Union européenne, mais elle sera a priori, si tout va bien, adoptée d'ici la fin de l'année 2025. Ce qui fait qu'il y aura une application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. D'où vous voyez l'intérêt d'avoir ce projet sur 2 ans avec cette année charnière en 2026 pour l'application de ces deux règlements. Donc de ne pas scinder deux projets si on est concerné. Les objectifs respectifs de chaque norme sont assez. Il y a pas mal de choses qui se ressemblent. French et IFRS veulent toutes les deux une mise à jour. Alors, de mémoire pour la French, ça date de 2014, les dernières actualisations en termes, en tout cas, de présentation, j'entends. On a eu un petit sujet en 2025, mais qu'on mentionnera peut-être très rapidement sur les écarts d'acquisition, mais ce n'est pas l'objet du webinaire. Et IFRS 18 vient remplacer IAS 1. Donc, pour les vieux de la vieille comme nous qui parlons encore d'IAS quelquefois, on voit que ça date un peu. Après, on parle pour les deux règlements de simplification, de transparence, de comparabilité. Donc, on voit que les deux règlements ont des évolutions, qui sont proches, des objectifs qui sont proches. Il y a une chose qui est aussi intéressante à noter, c'est que il y a deux points importants dans la NC 2206. C'est la modification complète du résultat exceptionnel et la fin des transferts de charges. Donc là où on s'attendait à faire un pas vers les IFRS, immédiatement les IFRS font un pas encore en avant vers une nouvelle présentation. Donc ce décalage qu'on avait et qu'on espérait se voir un peu gommé, et ben pour le coup malheureusement il reste en raison de cette nouvelle présentation. Alors, dans le vif du sujet, quelques slides quelques éléments de présentation pour le nouveau règlement French. Deux grandes nouveautés sur le PNL, donc la modification, alors c'est pas la fin du résultat exceptionnel, c'est la modification complète du résultat exceptionnel, mais qui en revanche fera que tout ce qu'on pourra y mettre sera beaucoup moins important.
et donc le sujet des transferts de charges qui disparaissent. Le sujet principal, c'est un impact PNL, mais on parle aussi, il n'y a rien de nouveau plan de compte, mais ça c'est pour le coup purement social. Et alors il y a un élément important à voir, c'est que il y a des choses qui changent dans les états financiers et les annexes, et notamment une préconisation de TFT, on y reviendra juste après. Ça peut être un élément utile à avoir en tête. Alors voilà, le vif du sujet, le résultat exceptionnel sur le French. Jusqu'à présent, le résultat exceptionnel n'était défini que par le code de commerce, donc qui donnait beaucoup de liberté. Le code de commerce disait le résultat exceptionnel est celui dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise. Merci. Le PCG a complété cette définition en donnant deux choses. Le résultat exceptionnel est issu d'un événement qui d'abord est majeur, incident sur la lecture et la décision et les décisions prises en conséquence, donc un événement significatif, un événement important, et inhabituel. On considère qu'il est peu probable qu'il se reproduise. Et donc cet événement exceptionnel, il faut que la valorisation soit directement liée à l'événement majeur et inhabituel, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas été constaté en l'absence de cet événement. Ça, c'est la définition théorique. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un événement majeur, c'est un événement majeur. Une somme de petits événements mineurs ne font pas un événement majeur. Il va falloir isoler l'événement majeur de l'exceptionnel. Et il faut qu'il soit inhabituel, c'est-à-dire qu'il ne se reproduit pas. On peut avoir un certain nombre d'exemples là qui sont donnés. Par exemple, bon, une grève, on peut en penser ce qu'on veut. Une grève est un événement qui ne se reproduit pas forcément régulièrement. Après, évidemment, donc, tout ce qui est cyberattaque, expropriation, sont des événements majeurs, des événements inhabituels qui peuvent être reconnus effectivement comme exceptionnels. En revanche, un contrôle fiscal, ce n'est pas forcément un événement inhabituel. Le gros point, ce sont les cessions d'actifs, puisque jusqu'à présent, vous savez, on avait 67, 60, les comptes 67, 77 qui étaient de l'exceptionnel. Aujourd'hui, ce n'est pas un événement majeur et inhabituel. Donc tout cela fait qu'il va falloir faire appel au jugement. Il n'y a pas de liste exhaustive. Et donc les commissaires aux comptes, il va y avoir des échanges avec les conseils et les commissaires aux comptes. Je pense qu'il y aura un point important à voir, à mon sens, ce sont les événements climatiques. On sait qu'on a un monde qui est un peu en bouleversement sur ce sujet. Par exemple, des inondations, on remarque que c'est de moins en moins inhabituel dans certaines régions. Les épisodes Cévenol sont de plus en plus importants. Est-ce que ce sont des événements majeurs? Certes, mais inhabituels? La question va peut-être être amenée à se poser, et donc ce ne seront peut-être pas des éléments exceptionnels. En tout cas, il faudra pouvoir les identifier et échanger avec les commissaires aux comptes. Ensuite, alors très rapidement, hein, sur les transferts de charges, alors là, pour le coup, c'est un avantage. Les transferts de charges disparaissent et donc on s'aligne sur les IFRS, c'est-à-dire on les met en moins des charges afférentes. Là-dessus, rien de très important, si ce n'est qu'il va peut-être falloir se reposer la question du mapping qui a été fait jusqu'à présent. On avait des comptes 791 qui vont devoir être remappés en French et derrière en IFRS, se poser la question de la manière dont c'est mappé. Là, c'est un vrai élément de simplification French IFRS. Autre élément rapide, on a le règlement qui propose une modification du plan de compte. Donc, on a une suppression des comptes qui pose aussi la question du mapping. L'ANC propose un tableau de passage ancien-nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce projet-là global qu'il va y avoir à 2 ans, probablement, potentiellement, ce fichier-là de passage peut être une base de travail, en tout cas une base d'aide pour faire le mapping. Et donc voilà, on voit que le mapping d'impact social à conso sera forcément impacté par ça. Roméo vous en parlera mieux que moi. Et ensuite, autre élément sur le nouveau règlement, donc la modernisation, ça s'appelle la modernisation d'ailleurs des états financiers. On a deux modèles, un tableau de passage qui est proposé avec des agrégats, la suppression des seuils intermédiaires de gestion. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le règlement, en tout cas, préconise d'établir un tableau de flux de trésorerie. Jusqu'à présent, ce n'était pas forcément beaucoup mentionné. C'est quelque chose qui est notamment mentionné dans les difficultés des entreprises aujourd'hui. Je pense que ça peut être intéressant, en tout cas une occasion d'impliquer les filiales
dans la construction d'un TFT, dans la plupart des cas aujourd'hui, les cash flows sont montés dans l'outil, donc c'est très bien, mais ils sont faits au moment de la conso, et uniquement pour des raisons de conso. On peut aujourd'hui avoir un argument supplémentaire pour convaincre les filiales d'établir un cash flow. Alors dans mon expérience, j'ai été responsable conso d'un groupe et on a mis en place, on a mis en place ces systèmes de TFT individualisés avec des prévisions, donc indépendamment de la conso, pour que, à partir du moment où certains ratios étaient respectés, il y avait une remontée automatique de cash, soit en compte courant, soit en dividende, hein, en fonction de la fiscalité des pays, pour, pour gérer un peu ce cash pooling et diminuer l'endettement du groupe pour les projets financiers. Là, en tout cas, on a un argument supplémentaire pour dire aux filiales, écoutez, c'est préconisé, c'est recommandé par le règlement, vous faites un TFT, on le monte ensemble et les départements cash, en tout cas des groupes, euh, redescendent un peu cette gestion de cash sur les filiales. Euh, voilà, je pense que c'est un élément intéressant. La mise en œuvre du French, alors c'est assez simple, applicable, ouvert au 1er janvier 2025, hein, donc beaucoup de groupes sont déjà en ordre de marche. Il y a une chose importante, c'est qu'on ne retraite pas les chargés de produits exceptionnels N-1, on simplifie les agrégats, chargés de produits exceptionnels. Mais ça veut dire que les agrégats N-1 ne sont pas modifiés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que ça veut dire, c'est pas parce qu'on a considéré une charge ou un produit comme étant exceptionnel l'année dernière et qu'on reprend cette année qu'on doit la reprendre en charge ou en produit exceptionnel. On doit la reprendre dans la nature à laquelle elle se rattache en 2025. Voilà, donc ça c'est important de le voir et de mettre le doigt dessus pour ne pas s'inquiéter tant que ça de la reprise N-1. Voilà pour un petit panorama de la French. Je pense que j'ai rien oublié. On peut passer à IFRS 18. Alors, Peut-être juste faire 3 éléments. attention, rappeler, Ouais, rappeler Tristan qu'il y a eu un petit complément de la norme en 2025 qu'ils appellent le tout à règlement fait. 2025.06 qui change également la présentation du compte de résultat au niveau des écarts d'acquisition. Et beaucoup de clients d'expérience la découvrent un peu au hasard. Donc faites attention, il y a eu un petit complément de norme qui remodifie encore la présentation du compte de résultat applicable cette année. Donc faites attention à ce point-là. Voilà. Merci Roméo, j'avais oublié. Alors, IFRS 18, 3 éléments, et encore une fois avec un élément central sur le PNL. IFRS 18 modifie, même bouleverse, la structure et la présentation du PNL. IFRS 18, deuxième élément, propose des agrégations et des désagrégations. Alors ça, c'est assez intéressant en réalité. Et IFRS 18 aussi parle des informations financières et des annexes. Donc on a tout impacté là pour le coup sur la présentation financière. Donc l'élément central, c'est effectivement cette nouvelle structuration du PNL. Je trouve, je pense, en tout cas, que l'objectif d'IFRS 18, c'est de cadrer la liberté dans l'information financière. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des PNL qui étaient très structurés et énormément de choses en annexe. Aujourd'hui, IFRS 18 propose un peu de liberté dans tout ça en disant, bah, OK, vous avez des éléments importants, des indicateurs de performance qui vous semblent importants. On va pouvoir vous donner un peu de matière à présenter enfin, présenter ce qui vous semble pertinent dans vos états financiers. On voit par exemple que on va pouvoir présenter le PNL par nature, par fonction, mais aussi de façon mixte. Si c'est quelque chose qui nous semble plus pertinent, et on sait que ça peut être utile quand on a notamment des présentations de PNL par fonction, quelquefois des charges et des produits qu'on a du mal à réaffecter ou qu'on a du mal à allouer. Ça, c'est la première chose. On a aussi 2 éléments, c'est qu'on a 3 nouvelles catégories du PNL, la catégorie opérationnelle, la catégorie investissement, la catégorie financement. Après, on a l'impôt sur les résultats et les activités abandonnées, ça, pas de surprise, ça ne change pas. Malheureusement, ces 3 nouvelles catégories, alors moi quand j'avais vu ça, je m'étais dit formidable, résonnant beaucoup en termes de cash, hein, sur la conso, je me dis: «Bah, c'est intéressant, on va avoir des choses qui s'alignent avec le TFT». Bon, ben, pas du tout, c'est loupé, on a des catégories qui sont définies un peu différemment. Complètement même. La catégorie opérationnelle, c'est la catégorie par défaut. C'est en fait celle qui portera l'essentiel de l'activité. Petite chose que j'ai oublié de vous dire, on parle des activités commerciales.
Pour les activités banque assurance, c'est autre chose. On n'a pas souhaité s'y étaler, mais sachez que voilà, ça c'est plutôt l'approche non bancaire, l'approche activité commerciale. Donc on a une catégorie par défaut, donc effectivement qui va tout comprendre avec beaucoup de liberté de présentation. On va avoir la catégorie investissement. Alors quand on regarde de plus près, il n'y a pas énormément de choses. Il y a un sujet autour des trésoreries équivalents de trésorerie. Il y a la variation des mises en équivalence, sachant qu'attention, une variation de juste valeur en IFRS 9 ne sera pas du financement. Donc on a une catégorie qui me semble assez faible en termes d'éléments. On a une catégorie financement dans laquelle on retrouve essentiellement les effets intérêts. Donc les charges d'intérêt et la désactualisation, notamment de la PIDR. Ensuite, toute la partie IS, impôt social, impôt différé, et les activités abandonnées en bas de PNL. Donc ça veut dire déjà tout ça que le résultat net n'est pas modifié. Le code part gros mineux, ça ne change pas. On va avoir une redéfinition du PNL. En revanche, ça pose un certain nombre de questions parce que on va avoir trois grandes catégories dans le PNL, le résultat opérationnel, le résultat avant produit et charges financiers et impôts sur les sociétés, et le résultat net. Sauf que beaucoup de groupes en France avaient l'habitude de présenter ce qu'on appelle le ROC, le résultat opérationnel courant, et en dessous le non courant. C'est un abus de langage, je sais, mais généralement, on sait que l'exceptionnel, il se met entre les deux. Sauf qu'aujourd'hui, on a une redéfinition de l'exceptionnel en French qui va remonter. Est-ce que ça va faire partie du non courant en IFRS? Est-ce qu'on va conserver le résultat opérationnel courant, le résultat opérationnel non courant? Donc là, il y a une vraie question à poser et cette redéfinition va devoir être faite avec les conseils, avec les commissaires aux comptes, mais avant tout, effectivement, en interne avec le management. On voit qu'il y a le coût de l'endettement financier. Là, il est éclaté en deux. Il y a probablement les produits dans les équivalents de trésorerie et les charges dans les intérêts financiers. Donc on voit qu'il y a quand même une modification de la présentation du PNL en IFRS 18, mais voilà, une modification de ce PNL qui est quand même importante avec des sujets de mapping qui vont vraiment se poser. Voilà ce qu'on peut dire. Encore une fois, il y a toute une littérature et une documentation disponible précisément avec des tableaux de passage sur qu'est-ce qu'on met dans telle catégorie, etc. Ça, c'est effectivement quand le projet de transition ou de changement est en cours, où il va falloir, dans les méthodologies, se poser sur la documentation précise. Mais on voit là déjà que le PNL va être bouleversé et que quand on part déjà du French, on a des filiales en French et qu'on transfère en IFRS, on a énormément de choses à faire, à la fois en termes de mapping, mais aussi en termes de définition de ces nouveaux agrégats. IFRS 18 propose un sujet intéressant, c'est ce qui est appelé l'agrégation et la désagrégation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il sera possible pour les groupes d'agréger des éléments financiers dans le bilan et dans le compte de résultat essentiellement. Alors on parle aussi de la VARCAP, bon, OCI et TFT, mais pour moi c'est surtout bilan et PNL, à mon avis. On va pouvoir agréger dans les étapes primaires des éléments qui ont des caractéristiques communes. Donc c'est là où on voit que IFRS 18 structure la liberté, c'est-à-dire qu'elle dit OK, vous voulez présenter différemment votre PNL, pas de problème, avec des agrégats qui vous semblent importants, pas de problème, mais ça va devoir répondre à un certain nombre de définitions. Il faut qu'il y ait des caractéristiques communes. On va à 100%, c'est-à-dire qu'on ne va pas présenter un certain nombre d'éléments dans le résultat exceptionnel et puis dans le résultat courant, mais puis on va pas présenter les autres. Donc il va falloir vraiment agréger et présenter différemment. Ça s'appliquera au bilan et au PNL. Alors évidemment, si c'est significatif. Significatif, en gros, si ça présente un élément important, mais aussi si c'est important en termes de communication pour la lecture des états FI. On peut par exemple agréger des éléments comme la TVA. Alors vous allez me dire, c'était fait jusqu'à présent, pas forcément, mais tous ces éléments-là vont pouvoir être noyés dans des autres créances parce que ça ne présente pas des caractéristiques particulières, à moins que on considère que des TVA export French puisse présenter des caractéristiques particulières parce qu'on a des activités qui vont être, impactées par ces éléments-là. On va pouvoir éclater certaines charges. On a une force de vente très importante, nos frais commerciaux sont importants, on veut présenter à part ces frais commerciaux. C'est possible. Encore une fois, ça va faire appel à un jugement et une discussion avec vos commissaires aux comptes. Alors,
pour moi, il y a un élément important à avoir en tête, et ça, c'est les commissaires aux comptes qui sont concernés. Les CAC ne doivent pas s'immiscer dans la gestion. Donc, il va y avoir on va marcher un peu sur cette ligne de crête, de dire, ben, OK, ces agrégats, votre PNL, vous voulez le présenter différemment, très bien. Ces éléments de gestion vous semblent importants, très bien. On les valide pas, oui, mais on ne doit pas s'immiscer dans la gestion. Donc, il va falloir bien évidemment discuter et se mettre d'accord assez tôt. D'où l'intérêt d'impliquer les commissaires aux comptes assez rapidement. Il va falloir redéfinir ce résultat opérationnel courant, non courant, comme on le disait, mais aussi donc ces agrégats, ces agrégations, désagrégations à l'intérieur de cette nouvelle présentation. Troisième point important, et là, la French est aussi intéressée par ces éléments-là, parce que le IFRS 18 parle d'indicateurs de performance, les MPM. Alors, un MPM, c'est un indicateur essentiel pour le management du groupe en termes de communication financière, mais qui n'est pas inclus dans les états financiers. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un exemple, la marge brute, qui peut être inclus dans les états financiers, n'est pas un MPM. Alors ça, c'est écrit noir sur blanc dans la norme. Le résultat des activités poursuivies, c'est dans le PNL, c'est pas un MPM. Donc, un indicateur de performance utilisé dans les communications publiques et qui présente un aspect de performance du point de vue du management, on pense évidemment à l'EBITDA. C'est amusant parce que l'IFRS Fondation a dit, alors il existe un indicateur qu'on appelle l'OPDAI, donc c'est l'Operating Profit Before Depreciation, Amortization and Impairment. Donc tout le monde a dit mais c'est l'EBITDA. Et l'IFRS Fondation a dit non, 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 c'est pas l'EBITDA parce que l'EBITDA c'est un agrégat qui n'est pas dans le PNL et qui est défini par le management. Donc, il va falloir aussi jouer avec ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir publier ce qu'ils appellent l'OBDAI dans le PNL, mais on ne pourra pas publier un EBITDA qui sera sans doute extrêmement proche. Mais en tout cas, c'est un indicateur de performance. Il y a toute une partie sur IFRS 18 sur la manière de structurer, enfin pas de structurer, mais de parler de ces MPM. Je pense qu'il est intéressant, évidemment, pour les groupes en IFRS, mais je pense qu'il y a une chose intéressante pour les groupes en French, de s'intéresser à cette norme-là, de la manière dont c'est structuré pour communiquer dans les états financiers French, enfin avoir une approche de communication financière. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, à mon avis, à mon sens, qu'il va falloir encore une fois, et c'est un peu le Graal, rapprocher les équipes Consostat des équipes FP&A. On a des équipes FP&A qui donnent des indicateurs de mesure à la direction qui sont importants. Jusqu'à présent, on avait un certain nombre de groupes où il y avait la Consostat qui parlait un peu avec le FP&A et vice-versa. Mais là, pour le coup, ça va être complètement imbriqué. Puisqu'on va avoir des indicateurs dans le PNL qui ne sont pas des MPM. On va avoir des MPM qui vont dépendre d'un certain nombre de chargés produits qu'il va falloir identifier, avec des présentations qui vont être agrégées, désagrégées. Donc, il faut encore une fois que les équipes FP&A et Stat se rapprochent pour s'assurer que la communication est, est cohérente, quoi. IFRS 18, la mise en œuvre. Alors, il y a un point important à savoir. Donc, bon, donc c'est applicable à compter du 1er janvier 2027. On va devoir présenter un N-1. Chose importante, la norme est encore une fois toujours en cours d'homologation. Donc, à date, elle n'est pas applicable. Mais a priori, d'ici la fin de l'année, ça sera approuvé par l'Union européenne. On va devoir faire un comparatif selon le nouveau format. Donc, ça veut dire que le PNL 2026 va devoir être comparé au PNL 2027. 1er janvier 2026, si on fait des reportings mensuels ou des trimestriels, en fait, ça vient assez vite. Il faut très vite se poser la question de cette nouvelle présentation de ces agrégats et des impacts. Bien évidemment de l'outil, mais ça, je laisserai la parole après à Roméo. Il y aura obligatoirement un tableau de passage. Attention, une chose importante, on présente 2 exercices comparatifs. Si on fait une transition IFRS, on présente le N, le N-1 et le 1er janvier N-1. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on présente 3 tableaux. 1er janvier N-1, évidemment, c'est le bilan. Donc, c'est-à-dire que si on fait une transition IFRS en 2027, on est en French, on prévoit une transition IFRS en 2027, eh ben, on présentera le comparatif 2026 et 1er janvier 2026 au bilan. C'est-à-dire que si on veut agréger, désagréger des choses, c'est le 31-12-25 qu'il faut agréger, désagréger. Dès à présent, il faut aussi se poser la question. Et j'ai assez parlé. Roméo, à toi. Les impacts sur le système. Très bien.
Eh bien, sur les systèmes, comme vous l'imaginez, comme tout le temps, il y a des gros impacts, qu'il faut anticiper, à la fois en normes françaises et surtout, pour les normes IFRS. Donc, en général, on a 3 types d'impacts dans un système. Le 1 c'est qu'on va devoir revoir la structure de l'outil, donc, en termes de mise en conformité des rubriques, des hiérarchies de présentation. On va devoir revoir les états. Alors, ce que tu as pas dit, Tristan, tu as parlé beaucoup du PNL sur les IFRS Ouais, 18, mais c'est vrai on l'a évoqué très, très rapidement. On a aussi le tableau de flux de trésorerie qui change, avec une présentation qui est privilégiée par l'EBITDA. Donc là aussi, c'est une modification, dans le TFT et dans les calculs. Et enfin, on va dire, c'est tous les choses un peu cachées qui prennent toujours du temps. Donc il y a des règles, donc pour le TFT, des agrégats, comme on a parlé, des MPM, qui peuvent être mis à jour. Et surtout, on a les impacts sur le rapport annuel. Et ça prend toujours énormément de temps. Et pour les sociétés cotées en IFRS, n'oubliez pas XBRL. Très peu de gens l'évoquent, mais pour les gens qui sont cotés, vous savez, vous allez devoir recharger une taxonomie et gérer donc la nouvelle présentation. Voilà, tout ça, toute la somme de ces changements fait que vous allez devoir être accompagné par un intégrateur, par l'éditeur, pour gérer voilà tous ces changements parce que là, on parle quand même de changements assez complexes, donc il y a du temps à consacrer, des coûts à consacrer. Alors, je vais vous parler rapidement de l'impact sur les 2 normes qui sont pas les mêmes. Si tu passes sur le slide suivant, Tristan. pardon, autant pour moi. J'étais en train de regarder les questions. Hop, Alors, sur l'IFRS, sur la partie, norme française, comme l'a dit tout à l'heure Tristan, on n'est pas obligé d'avoir un impact rétroactif. C'est-à-dire que l'exercice N-1, on n'est pas obligé de le retraiter en termes de comparatif pour l'exceptionnel. Donc, on est plus dans une logique, je dirais, d'aménagement du paramétrage actuel. Donc, il y avait un certain nombre de questions qui ont été posées. Je vais y répondre en même temps. Donc, pour ceux qui utilisent notre outil, toutes les normes sont déjà prêtes. Il y a déjà des nouveaux formats. Donc, vous avez juste à nous écrire un mail pour qu'on mette à jour votre base. Donc, si votre base est standard, on vous fait une mise à jour gratuite. Et donc, il y a à la fois les normes 2022-06 ANC et également donc 2024, 2025 0, 2020, oui, je me mélange les pinceaux, 2025-06 pour tout ce qui est les derniers changements en termes d'écart d'acquisition. Voilà. Donc, on a créé des nouvelles rubriques. Donc, l'impact, c'est qu'on va créer des nouvelles rubriques. Donc, on aura des comptes 657, 757 pour les sessions. On va avoir des nouvelles rubriques en termes d'écart d'acquisition pour pouvoir isoler l'écart d'acquisition négatif, pour pouvoir isoler les écarts d'acquisition des mises en équivalence. Et on a modifié la hiérarchie du PNL, donc sa construction, mais on est plus à la marge. Donc, comme je le dis, ici, on n'est pas sur un bouleversement, on est plus sur un complément de paramétrage. Il faudra redéfinir l'étape de correspondance. Donc ça, c'est ce que déjà les clients ont commencé à faire. En général, dans vos comptes français, vous avez créé des comptes également 657, 757 et autres pour pouvoir isoler ces éléments exceptionnels en exploitation. Donc, on va aussi les adapter également dans le paramétrage de conso. Et enfin, on a mis en place une nouvelle bibliothèque. Donc, on a même mis en place 2 nouvelles bibliothèques. Une bibliothèque de restitution 2024 et une restitution 2025 avec également voilà le changement des rapports annuels. Mais voilà, on a créé des nouveaux rapports, mais si vous utilisiez les anciens avec votre texte et tout ça, bon bah il y a la question de se pose, c'est comment on va les mettre à jour, comment il y a du travail à faire derrière. Voilà. Donc pour la norme française, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est plus dans une logique d'adaptation du paramétrage actuel et d'évolution un peu en douceur avec des nouveaux états, avec une mise à jour des hiérarchies, des nouveaux comptes, mais il n'y a pas de bouleversement. C'est une mise à jour qui est assez légère à faire. Maintenant, si on parle d'IFRS, sur le slide suivant, eh bien là, c'est un peu plus compliqué parce que là, on a un impact rétroactif sur N-1. Et donc, ça oblige à la fois en 2026 à consolider et à publier vos comptes avec l'ancien format, le format actuel, mais également à anticiper le format futur des IFRS 18. Donc, du coup, là, on n'est pas dans une logique de mise à jour. On va devoir créer un paramétrage parallèle au premier, voilà, qui permettra dans le même outil de gérer les 2 normes. Donc du coup, heu, pour l'instant, moi-même, vu que la norme est pas encore très claire,
on ne sait pas si on va devoir créer des nouvelles rubriques, mais il y a des chances qu'on crée des nouvelles rubriques. Donc pour cette histoire d'agrégation et de désagrégation, c'est-à-dire que peut-être qu'on veut mettre l'accent, on veut détailler des choses plus importantes qu'on avait dans la présentation actuelle. Mais en tout cas, on va devoir redéfinir la présentation et les hiérarchies du PNL. Donc là, on a une présentation qui est complètement nouvelle. Pour pouvoir avoir ces trois parties, hein, exploitation, financement, investissement dans le PNL, on va devoir créer des hiérarchies complémentaires à la première. Ça, c'est une première chose. Pour le TFT, donc on va devoir créer le TFT, l'ancien TFT, mais en même temps avoir une nouvelle hiérarchie de TFT pour partir de l'EBITDA. Donc toute la partie haute du TFT va être modifiée. Donc du coup, eh bien là, pareil, on va devoir dupliquer les règles, dupliquer les hiérarchies. Donc ça, c'est énormément de travail, sachant qu'on est quand même sur un exercice, dès qu'on parle de TFT, qui est déjà un exercice plus complexe. On va devoir redéfinir éventuellement les tables de correspondance pour donc loger donc les comptes comptables des filiales au bon endroit et en particulier sur des nouvelles rubriques qu'on aurait créées. Et on a un gros impact sur la restitution. Voilà, donc si on a le PNL qui change, si on a le tableau de flux de trésorerie qui change, avec une notion de comparatif qu'on va devoir expliquer, et peut-être des bridges entre l'ancienne présentation et la nouvelle présentation, on a un énorme impact voilà, en termes de rapport annuel et en particulier aussi sur XBRL pour les sociétés cotées. Voilà, donc si vous publiez en XBRL, il est clair qu'on va devoir, un peu comme quand on avait appliqué la norme pour la première fois, recharger la taxonomie, recréer ce qu'on appelle des extensions et refaire des tests de publication. Voilà, donc tout ça, ça c'est des énormes impacts transversaux sur toute l'organisation. Alors, le dernier slide, alors c'est comment s'y prendre et quand s'y prendre. Alors, comme l'a dit Tristan, pour les IFRS 18 en particulier, eh bien le problème c'est que voilà, vous allez devoir publier en 2026, on va dire qu'il y a 2 plages. Il y a 2 plages pour moi qui sont possibles. La première, c'est de faire des modifications de paramétrage dans son outil et de s'adapter avant la clôture de 2026 et de se dire, voilà, on va à la fois euh, consolider avec l'ancien et le nouveau. Donc ça peut avoir des avantages parce qu'on aura déjà créé des nouvelles rubriques, on aura déjà anticipé des choses. Ça évitera de devoir faire des restatements au niveau de sa conso 2026. Donc, mais c'est vrai que alors du coup, il faut partir assez rapidement et se poser les bonnes questions rapidement. Ou bien la seconde plage, c'est de le faire après la conso 2026. Donc avec peut-être un impact de devoir réouvrir et de devoir restater un tout petit peu 2026 si on a des nouvelles rubriques ou des choses qui impactent la conso actuelle. Voilà, donc du coup, il y a des coûts à prévoir. Premièrement, déjà, la bonne question à se poser, c'est est-ce que son outil va supporter ces changements? Voilà, est-ce que l'outil va permettre de gérer en parallèle plusieurs paramétrages, plusieurs normes en même temps? On va avoir des coûts. Vous allez devoir solliciter donc l'éditeur et l'intégrateur. Vous allez devoir être disponible en interne, donc pour pouvoir suivre ce projet, parce que c'est un vrai projet. Et comme je vous disais, on est quand même sur un impact qui est très transversal. Donc à la fois sur les ERP où on va devoir peut-être créer des comptes comptables différents si on a une désagrégation du compte de résultat et éventuellement des impacts sur son PNL conso. Donc peut-être qu'il y aurait un impact en amont. Sur le management, parce que eux-mêmes, on va changer la présentation, donc va falloir leur expliquer et, et gérer avec eux ces changements en termes de publication, en termes d'actionnaires et bien sûr en termes de CAC. Donc tous ceux qui préparent le rapport annuel vont aussi avoir des impacts assez grands qu'il faut anticiper en amont. Les CAC également qu'il va falloir mettre dans la boucle pour pouvoir valider ces changements. Une grande question, comme disait tout à l'heure au tout début Tristan, c'est que on est dans une ère de changement d'outils. Voilà, il y a beaucoup d'outils qui arrivent en fin de vie, les outils historiques. Et donc, pour ceux qui n'utilisent pas encore de solutions de nouvelle génération comme MLKIS EPM, eh bien, le problème, c'est que il va falloir se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de faire tous ces changements dans un ancien outil que vous allez devoir changer dans les prochaines années?
Voilà et un point important, c'est que, voilà, bien sûr, les ressources sont rares, donc bien sûr, anticiper la mise à disposition des ressources externes pour vous aider, donc à mener ce projet. Donc voilà Tristan, je crois qu'on arrive à la fin. Oui, on a quelques petits points qui sont un peu notés au fur et à mesure de nos échanges qu'on avait notés. Il y a probablement trois enjeux en fait. Il y a l'enjeu sur les comptes conso, l'enjeu outil reporting, puis il y a d'autres enjeux auxquels on n'a pas forcément pensé. Bien évidemment, probablement que la première chose importante, c'est de travailler sur cette définition des MPM, alors qu'on soit en French ou en IFRS. C'est-à-dire quels sont ces nouveaux agrégats de communication financière. Alors, PNL ou MPM, c'est-à-dire euh, communication en annexe. Comment est-ce qu'ils évoluent et comment est-ce qu'ils s'imbriquent entre les deux quand on est en IFRS ou quand on fait une transition IFRS. Voilà, c'est MPM, je pense que c'est un peu l'élément central. Euh, Ensuite, il y a évidemment la comparabilité de l'exercice, on en a parlé 2026, voire peut-être 31-12-25 quand on a des transitions. Tout ce qu'on a présenté jusqu'à présent, et notamment le ROC, je crois que 80% des groupes cotés en France publient un ROC et un ROC enfin un opérationnel courant et non courant. Donc, quid de ça? Il y a des discussions en cours. Il y avait je ne sais pas si certains ont assisté au webinaire de Lima la semaine dernière. Ils en ont parlé avec. C'est en cours de discussion de savoir si ça pourra être maintenu. Mais en tout cas, il faudra mettre à plat les manuels de conso. Il faudra échanger avec les commissaires aux comptes, bien évidemment, ça c'est toujours comme ça, plutôt en amont et pas en aval parce qu'après c'est trop tard. Le projet doit impliquer, il y a eu une slide, la dernière slide tout à l'heure, c'est un projet qui implique tout le monde, depuis les filiales jusqu'à la com financière, bien évidemment les conseils et l'intégrateur, parce que la norme fait beaucoup appel au jugement. Donc évidemment qu'il y aura des nouveaux agrégats personnalisés qui seront nécessaires. Les commissaires aux comptes vont évidemment faire un lien avec IFRS 8, avec l'information sectorielle, quand on va avoir ces sujets d'agrégat. Donc il va falloir faire le point sur ces éléments à agréger et à désagréger. Il ne faudra pas qu'il y ait d'incohérence. Attention sur la mise à jour des rapports, je pense que Roméo en a parlé aussi. On reprenait toujours un petit peu le rapport N-1, ben là, c'est pas aussi simple. Les commissaires aux comptes vont s'intéresser à la mise à jour des process et évidemment, attention au semestriel. Quand on va publier un 30 juin 27 pour l'IFRS, il va falloir faire un comparatif au 30 juin. Ce qui fait que c'est pas le 31-12-27 en réalité. Les enjeux, outils et reporting, on a pas mal de choses. Donc probablement, en tout cas pour la French, sur ces histoires de transfert de charges, on en a parlé, peut-être créer des sous-comptes qui ne sont pas déjà pris, hein, notamment par les comptes de TVA. Il faudra mettre à jour le plan de reporting French IFRS et adapter l'outil quand on est en IFRS depuis le French jusqu'aux IFRS ou quand on est en cours de transition, se poser tout de suite la question de l'application des IFRS dans l'outil actuel. Vous avez compris que Amelkis est tout à fait adapté pour tout ça. Comme tout n'est pas en même temps, ce projet sur 3 ans, on laisse le temps de faire les choses, mais au bon moment, c'est-à-dire là, a priori, entre maintenant, bon, on a tous le closing qui arrive 31-12-25, mais potentiellement au printemps, il y a une bonne fenêtre de tir pour tous ces sujets-là. Il y a bien sûr le sujet XBRL dont a parlé Roméo, impliquer le FP&A. Voilà, ce sont des éléments importants sur la partie reporting. Dernière petite chose, point d'attention et anticipation, ça c'est un petit élément qu'on avait transmis à nos clients. Le French a une incidence sur la CVAE et potentiellement de la participation des salariés. Donc, information au RH, au DRH, quid des accords qui sont déjà négociés. Je pense qu'il y a un petit sujet taxo quand même qui va se poser, taxo verte et RSE, vous savez, on doit rapprocher le financier et l'extra-financier, ben, on modifie le financier, quid de ce rapprochement? Alors je sais qu'il y a un peu de choses en pause en ce moment, mais quand même ça va assez vite repartir. Et puis bah, tous les ratios bancaires, on se souvient qu'au moment d'IFRS 16, ça avait été un peu les éléments importants. Au dernier moment, tout le monde s'est rendu compte, ah oui, maintenant mon EBITDA il a explosé, quid de mon ratio? Sauf que bah, là, il faudra très rapidement échanger auprès des investisseurs, auprès des banquiers, auprès de voilà, tous ces ratios qu'on peut calculer, parce que sinon ça va devoir finir en parallèle run et ça c'est un enfer. C'est un enfer. Cette gestion de projet, globalement 3 éléments.
le premier scope, c'est-à-dire le groupe, les filiales, la direction en interne, avec déjà ce projet French, hein, qui a bien commencé. Donc, ben, on peut faire des gains d'expérience pour établir des notes, avoir des échanges, etc. Le scope 2, il faut très rapidement évidemment impliquer les partenaires, les conseils, intégrateurs, outils, les commissaires aux comptes. Alors eux, tout le long du projet, c'est-à-dire jusqu'à la publication, doivent être présents pour vous aider. Et puis, il y a un moment où il faudra quand même penser au scope 3, c'est-à-dire le marché, quand et comment vont être publiées les conséquences quand on publie, hein, quand on est coté ou qu'on publie ses comptes, comment on va expliquer au marché les impacts. Comment on va détailler, oui, bah alors on a choisi tel et tel agrégat parce que, etc. Donc ça, il faut y penser assez vite. Et il faudra qu'une fois que le projet est bien avancé et que les choses sont bien arrêtées en accord avec tout le monde, et notamment avec les CAC évidemment, s'assurer de cette communication qui arrive. Il est 45, j'avais dit entre 30 Alors, et 45 minutes. on a On a des questions. on a des questions, je vais euh, peut-être laisser les Mélanie les poser dans l'ordre, on a si tu es répondu à avec un, nous, Mélanie. alors on a répondu à un certain nombre de questions en direct. Ouais, directement dans le texte, hein, si vous, il y en a Ouais, certains qui ont déjà la réponse. Donc il y a des questions qui reviennent souvent comme les slides. N'hésitez pas à nous demander les slides. J'insiste aussi pour les utilisateurs Amelkis, vous pouvez nous demander aussi les release notes parce que même c'est vrai que tout le monde ne les a pas toujours, ou ne lit pas les mails ou ne reçoit pas les mails. On a des release notes pour expliquer ce qu'on a fait en termes de mise à jour des normes françaises 2022-06 et 2025 05 là. Donc, n'hésitez pas à nous demander, à nous envoyer des mails, soit à l'outline, soit directement à Mélanie. On vous enverra les textes et ça pourra être le point de départ de votre mise à jour de votre base. Donc, à la fois pour les slides, c'est disponible. On aura un replay et vous pourrez demander les slides des mises à jour. deux questions qu'il y a eu et pour lesquelles je le dis, j'ai pas la réponse, mais qui sont très intéressantes, donc je vais regarder. Pour le French, est-ce que l'administration fiscale a mis à jour ses liasses fiscales? J'ose espérer que oui. Ça, j'ai aucune inquiétude là-dessus, on va regarder. Et les nouveaux celles d'intermédiaires de gestion, effectivement, n'étant pas obligatoires, j'ai pas regardé ce point. Donc on va regarder ça et je reviendrai vers vous. Après, sur les autres questions, il y avait une question intéressante sur les frais de restructuration liés à une cession d'entreprise. À mon sens, dans un groupe, ce n'est pas un événement inhabituel, pardon. Une cession d'une filiale, c'est pas un événement qui n'est pas appelé à si on prend la définition ISO du règlement, est-ce un événement inhabituel? Non. Alors après, peut se poser la question, quand c'est une cession d'activité, on peut se poser la question à ce moment-là. Mais on vend une filiale et on a des frais de restructuration, c'est amené à se reproduire. Voilà, on arrive au bout. Je sais pas, Vous avez Mélanie, nos si on a répondu contacts. Oui. aux questions. Quelqu'un a demandé à quoi ressemblent les nouveaux SIG. Oui, c'est ça, voilà, c'est ce que je disais. Ça, pour le coup, j'ai pas la réponse. Donc, c'est une bonne question, je vais regarder. Voilà. On a répondu à pas mal de questions au fil de l'eau. Ouais, alors je complète parce qu'on a beaucoup de questions sur les mises à jour d'Amelkis. Donc, les mises à jour, donc, vous pouvez faire la demande. On fait des mises à jour automatiques, mais comme il y a des clients qui sont spécifiques, la mise à jour sont pas toujours automatiques. Donc du coup, n'hésitez pas à nous faire la demande. Voilà, donc et nous comme ça, on reroute ça au service Voilà. consulting qui fait une mise à jour de votre base et donc qui inclut des nouvelles rubriques, qui inclut des nouveaux formats de restitution pour que vous soyez compliant avec la norme 2022-06, hein. Donc il y a beaucoup de gens Oui. qui m'ont demandé, qui ont posé cette question. Donc, voilà, il suffit de faire une demande. Et si votre paramétrage est standard, on fait une mise à jour gratuitement. Si vous avez des éléments spécifiques, on vous fait une petite cotation, mais c'est vraiment pas très 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 long, hein. C'est quelques heures, voire peut-être un jour maximum ou deux de mise à jour. Voilà. Voilà, donc en gros, un projet qui va prendre 2 à 3 ans et qui va impliquer, et donc il va falloir mettre autour de la table et faire travailler ensemble
vos conseils IT, vos conseils conso expertise et vos commissaires aux comptes autour de la direction pour voir comment on peut au mieux accompagner les groupes, faire que ça se passe bien et avoir une communication auprès du marché qui soit maîtrisée et compréhensible. Voilà, je pense qu'on peut clore ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter, vous avez nos contacts ici. Merci Roméo. Merci Tristan, en tout cas, pour avoir participé. N'hésitez pas Avec plaisir. à nous solliciter, en tout cas, si vous avez besoin de plus de questions, en particulier Tristan, qui est plus expert de la norme. Et pour la partie outils, vous pouvez soit écrire à votre commercial, au support et à moi-même. N'hésitez pas. Je vous remercie. Bonne journée. Et merci d'avoir participé. On était assez nombreux aujourd'hui. En tout cas, merci à tous d'avoir pris le temps de vous connecter.